Alors bonjour à waouh bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver au Food Hotel Tech 2026 pour parler d'un sujet simple mais décisif, marketing et communication. Faut-il investir en 2026? Alors aujourd'hui, on le voit tous, les clients changent, les canaux explosent et l'attention se fragmente. Investir en marketing et en communication, ça peut être un accélérateur puissant, évidemment, mais aussi bien un centre de coût à rentabiliser. Alors, vous l'aurez deviné, finalement, la vraie question, c'est peut-être plus faut-il investir, mais plutôt où, comment et avec quel impact réel. Pour y répondre, nous avons réuni des profils très complémentaires, on va dire terrain, stratégique, juridique, créatif, qui vont confronter leur vision et leurs expériences. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide tour de table pour que chacun se présente. Alexis Voisenet. Bonjour à tous, je suis Alexis Voisenet, le chef propriétaire de la Maison Avoise à Issy-les-Moulineaux, à 5 minutes d'ici exactement. On a ouvert il y a 1 an et demi et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important pour moi d'être présent et de remercier aussi cet acteur qui est membre à part entière de l'équipe, Postcom. Très bien, merci. Bonjour à tous, restaurant Irvine dans le 8e arrondissement. Voilà, on va pouvoir échanger sur les différentes possibilités de la communication qui sont, me semble-t-il, très importantes. Et voilà. Si, on en est fiers, fraîchement étoilé il y a à peine 2 semaines. Pour une ouverture, il y a moins d'1 an. Sacha, du coup, fondateur de Postcom. On est une agence créative d'acquisition. Vous l'aurez compris, on accompagne aussi bien des chefs avant l'étoile que pendant, que pas après. On accompagne également des groupes d'hôtels et on est spécialisé dans l'acquisition client. Notre métier, tout simplement, c'est d'aider nos clients à avoir des clients. Sarah Brami, donc moi je suis directrice générale d'un réseau d'hôtels parisiens, Hospia, 27 hôtels sur Paris-Île-de-France. Ari Alouche, cabinet #avocat. Donc on accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans le milieu de la tech et on les accompagne sur tous leurs besoins juridiques et fiscaux. Eh bien, merci à tous d'être présents. Et je vais commencer très simplement par une question ouverte. Selon vous, en 2026, investir en marketing, c'est quoi? C'est indispensable? C'est secondaire? C'est risqué? C'est les trois à la fois? Pour moi, c'est obligatoire. Alors moi qui suis situé un peu en recul de tout le tumulte parisien, c'était essentiel et voire indispensable de déléguer à 100% ma communication et le marketing du restaurant. Oui, j'allais dire exactement la même chose. Je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on le voit très fréquemment. Soit on a la chance d'être un lieu de passage, soit on a la nécessité de devenir un point de chute. Et effectivement, quand on n'est pas dans le centre de l'écosystème business, c'est très important d'avoir un maximum de visibilité. Et il n'y a que aujourd'hui, du coup, le marketing digital qui peut le permettre, je pense. Alors c'est bien sûr essentiel, ça serait comme se dire que j'ouvre un hôtel indépendant et que je me passe de site internet, de réseau, de quoi que ce soit. Enfin, comment les clients vont venir chez moi, c'est une vraie question. Maintenant, il faut le faire de la bonne façon parce que dans des milieux comme les nôtres où les marges sont difficiles à contrôler, chaque euro dépensé est vraiment essentiel. Donc évidemment, la réponse c'est un grand oui si on va avoir la visibilité. Mais le bon marketing, c'est pas simplement de ramener des gens ici autour de nous aujourd'hui. Le bon marketing, c'est créer de la valeur, c'est créer un actif. C'est ça le bon marketing. Donc si cette communication a comme objectif de créer de la valeur, de créer du patrimoine, de créer un actif, c'est un grand oui. Si elle a juste pour objectif de faire un buzz mal maîtrisé, mal encadré juridiquement, la réponse est non. Merci maître. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à notre première thématique, communication interne versus communication externe. Je crois que Sarah, vous avez opté pour un savant mélange. Oui, en effet, on a à la fois des partenariats avec des agences de communication externe et Postcom, effectivement, en fait partie, mais c'était aussi essentiel pour nous d'internaliser des fonctions marketing et communication en interne, parce qu'à un moment, même si on s'entoure des meilleurs partenaires, c'est important d'être garant de notre stratégie, d'avoir quelque chose qui est défini et en lien avec les impacts business, que l'on monitore, que l'on contrôle, qu'on étudie finalement comme j'étudie mon ratio linge ou mon ratio petit déjeuner, parce que effectivement, si on n'est pas, comme vous le disiez Harry, sur le bon marketing, le bonne dépense et le bon canal de communication, ça peut être pire, etc. Donc nous, on a fait le choix
d'avoir une équipe marketing communication interne et des partenaires externes. Très bien. Vous, Alexis et Irvine, en revanche, pourquoi avoir opté pour une communication 100% externe ? De mon côté, je pense que dans nos établissements, on est déjà pas mal pris par toutes les tâches qui peuvent... nous, on est tous les deux chefs de cuisine. On a aussi... moi, j'ai 12 salariés à gérer à côté de ça. Je pense que déjà, de base, c'est pas mon métier. Et c'est bien aussi d'avoir un point de vue extérieur. Et le point de vue de Postcom est très intéressant pour l'évolution de notre maison. Et ça nous apporte quelque chose de nouveau et quelque chose que nous, de notre côté, on n'aurait peut-être pas été chercher. Très bien. Quand on ouvre un établissement, on est en quête de sens, on est en quête de défendre des principes essentiels au bon déroulé, en tout cas, de l'évolution du restaurant. Chaque profil sont recrutés avec leur qualité, leur savoir-faire, mais également un état d'esprit. Je pense que c'est la diversité de l'équipe au quotidien dans le restaurant qui fait notre force aujourd'hui. Quand on cherche un partenaire aussi important pour mettre en image l'investissement collectif et l'investissement financier que ça représente, parce qu'on est tous les deux propriétaires de notre établissement, il faut que tout soit traduit avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. La force d'une maison comme Postcom, c'est qu'elle sait avant tout capter notre état d'esprit. Okay. Elle est force de proposition. Oui. On se laisse facilement guider par l'ADA qui nous est proposé. Et chaque établissement, chaque entreprise a sa différente recette. Et ils arrivent à justement avoir une diversité de propositions, que ce soit dans sa maison comme dans la mienne. Et l'adaptabilité, le premier contact, je me souviendrai toute ma vie de ce premier contact. Avant tout, on choisit une personne. D'accord. Quand on ouvre, on veut faire confiance. Et c'est Sacha que j'ai rencontré en premier. On s'est tout de suite compris. J'ai compris qu'il allait totalement répondre à mes attentes. Il a misé sur nous. On aurait pu être étoilés, mais dans beaucoup plus de temps, on a été étoilés tous les deux lors de notre première année d'exécution. Ça nous donne beaucoup de force. La communication a évolué et je sais aujourd'hui que quand je regarde ses autres clients, il arrive à avoir une touche et une singularité à chaque fois pour chacun de nous. Très bien. Mais alors justement, quand je vous écoute, les deux cas de figure finalement peuvent convaincre. Alors Sacha, je me tourne vers vous. Quelle est la formule magique ? Ça dépend, j'imagine, du domaine. Ça dépend du domaine, ça dépend de la taille. Aujourd'hui, on accompagne... Nous, on est spécialisé hôtellerie-restauration et on accompagne tout type d'entreprise. On peut avoir de l'indépendant, du restaurateur comme Irvine ou Alexis qui sont chefs propriétaires de leur établissement. On peut avoir des groupes comme celui de Sarah où on a de nombreux établissements. Et en fait, aujourd'hui, ce qui détermine si on doit externaliser ou non la communication et à quel point on doit le faire, je pense que ça dépend également de la volonté, du besoin et de là où on veut aller en combien de temps. Nous aujourd'hui, ça serait impensable d'accompagner Hospia si on n'avait pas des équipes internes qui sont hyper performantes au sein d'Hospia, qui sont un vrai relais pour nous opérationnel, un relais stratégique. Quand on accompagne, quand les gens viennent nous voir, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur communication. Oui, bien sûr. C'est ça la réalité, c'est un problème de temps et c'est un problème d'expertise. Les gens en 2026 veulent tous être sur les réseaux, mais peu savent pourquoi ils veulent être sur les réseaux. Il y a 3 avantages vraiment à externaliser et c'est vraiment ça qui nous a donné l'envie de monter Postcom il y a de ça maintenant 5 ans. C'est que lorsqu'on est chef d'entreprise, il y a une réalité, c'est les coûts. Aujourd'hui, si on veut avoir un service marketing en interne performant, on doit avoir de nombreux métiers en interne. Un photographe, un vidéaste, un community manager, une personne pour le site internet, une personne pour le référencement, une personne pour le graphisme. Ça fait beaucoup de frais, surtout quand on doit les salarier. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est une question de disponibilité. On est ouvert 300 jours par an. On répond le week-end, mais ça on le dit pas trop, même si on le fait. Et ça c'est un fait. Quand j'ai Alexis qui est ouvert le samedi, qui a un besoin pour me dire ce soir je veux une story pour communiquer sur le fait qu'on soit complet et qu'il faut le faire en urgence, il faut savoir répondre à l'urgence. Et enfin, la dernière chose qui est très importante, c'est les limites de l'externalisation. Il y a 2 limites principales, je pense. La première, c'est que quand on choisit d'externaliser avec de nombreux prestataires différents qui ne se connaissent pas, on se retrouve dans une situation au final où le client devient un petit peu arbitre des relations que chaque personne a entre elles. Typiquement, si on veut lancer une campagne sponsorisée pour un lancement produit. Voilà, je pense par exemple à Cogent qu'on accompagne. Ils ont un besoin, c'est le lancement d'un nouveau produit. S'ils doivent externaliser d'un côté les photos vidéo, de l'autre le graphisme, de l'autre la diffusion sur les réseaux, enfin le boost, ils n'y arriveront jamais. Là, c'est tentaculaire. C'est exactement ça. Et
Les dernières limites, je vais rebondir, je pense, avec Maître Alouche, c'est que il y a une question également de droit à l'image. Il faut faire très attention. Ça, c'est un point assez touchy, justement, la clearance, tout ça, et les limites du cadre légal, en effet. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu. Mes parents sont commerçants. Mon père est boucher, ma mère est fromagère, d'où mon attrait pour les métiers de bouche. Quand ils ont fait leur première séance photo la première fois, et qu'au bout de 6 mois, ils se sont retrouvés à devoir payer une grosse ardoise pour les droits à l'image, qui pour moi devait naturellement leur être cédé, car ce travail a été fait, pour eux, ils ont été très surpris. C'est pour ça que chez Postcom, dès qu'on réalise la moindre photo, le moindre contenu pour un client, il lui appartient à 100%. Et je crois savoir que Maître Alouche est expert en la matière. Oui, Maître Alouche, éclairez-nous de vos lumières, s'il vous plaît. Parce que moi, j'aimerais savoir si une agence externe est à même de protéger le client pour lequel elle travaille. Je pense justement, comme on l'a évoqué, au sujet de la clearance, quoi. Alors oui, il y a un vrai sujet sur l'externalisation, puisque ça comporte évidemment des risques. On peut externaliser la mise en place d'une campagne, on peut externaliser la mise en place d'un produit, on ne peut pas externaliser des risques, ça n'existe pas. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a forcément une distance qui se crée entre l'entreprise et son prestataire. Le prestataire, il ne connaît pas par cœur les besoins de l'entreprise, il ne connaît pas par cœur l'entreprise, il ne sait pas exactement si elle est réglementée, si elle est tout à fait conforme avec ses obligations, que ce soit des obligations déontologiques, que ce soit des obligations éthiques et morales, que ce soit des chartes en fait, qui existent au sein de l'entreprise même, la coloration, l'esprit dans lequel elle gravite et dans lequel elle s'exprime. Et donc, cette décorrélation-là peut entraîner des risques d'image réputationnelle. Donc, en fait, il crée un décalage par rapport à l'image, et ça, c'est un premier risque. Qui est responsable si jamais, finalement, le travail ne colle pas tout à fait en termes d'image avec ce qui était souhaité, ou vis-à-vis de la loi et la conformité à la loi? Qui est responsable? Donc déjà, c'est un premier risque. Le deuxième risque qui peut exister, c'est à qui appartiennent les droits. Donc en fait, je fais faire un outil, par exemple, je fais fabriquer une plateforme, ou je fais fabriquer une campagne, ou je fais intervenir un influenceur. C'est très à la mode aujourd'hui de faire intervenir des influenceurs. Bien sûr, bien sûr. Mais à qui appartient le contenu? Moi, je crois acheter un contenu qui m'appartient, et donc être propriétaire de ce contenu, et finalement, je me rends compte que je ne suis qu'un simple un simple locataire de ce contenu, et en plus un locataire vraiment pas très bien choyé, pas très bien positionné. Donc ça, c'est un deuxième risque. Est-ce que les droits m'appartiennent? Ensuite, il y a l'exploitation. On crée des contenus, on crée de l'image, on fait intervenir des personnes, mais une fois que ces contenus sont faits, est-ce que j'ai droit véritablement d'exploiter ces images dans le temps? Et là, on peut parler de droit à l'image. Donc tout ça, en fait, en réalité, doit être encadré juridiquement. Et c'est là que avoir affaire à un bon prestataire, le prestataire va vous renvoyer, comme l'a fait très bien Sacha de Postcom aujourd'hui, vers un professionnel pour s'assurer que tous ces points-là sont bien encadrés au départ et qu'il n'y a pas de risque. Alors on parle beaucoup de clearance, effectivement. Donc ça, c'est un sujet qui est central aujourd'hui. C'est est-ce que l'entreprise que je vais accompagner en tant que prestataire de service, par exemple une agence de com comme Postcom, est-ce qu'elle est aujourd'hui bien positionnée, est-ce qu'elle est armée pour savoir si finalement la société est bien propriétaire des droits, si elle les a bien déposés, si elle est bien protégée. Donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est-à-dire comme les grands professionnels en général peuvent avoir l'intuition. Ils peuvent dire, voilà, j'ai l'intuition que tu n'as pas fait tout le nécessaire pour être bien protégé, donc je te renvoie vers un professionnel pour s'occuper de ça. Et c'est très important, puisque si la chaîne des droits n'est pas respectée, ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que vous allez investir, par exemple, 40 000 € dans une campagne de publicité, et la seule chose que vous allez faire, c'est financer l'image de quelqu'un d'autre. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Et ce qui se passe, c'est qu'on est sur des entreprises qui, parfois, sont extrêmement bien rodées sur le sujet. Justement, et ça c'est intéressant parce que depuis le début de cette conférence, on parle d'image, on parle d'entreprise, qui est rodée, qui ne l'est pas, par exemple quand on est franchisé ou quand on est indépendant. En fait, depuis le Covid, beaucoup d'entreprises ont été rachetées par de grands groupes, mais il y a aussi eu l'émergence de beaucoup d'entreprises indépendantes. Dans les deux cas, le changement a conduit beaucoup d'entreprises à repenser leur manière de communiquer. Alexis, vous qui êtes passé par la Monnaie de Paris et Irvine qui avait officié en tant que chef associé de Guy Savoy, on peut le dire et c'est même un euphémisme, vous êtes des hommes extrêmement attachés aux détails. Lorsqu'il a été question de vous lancer en nom propre, j'imagine que le choix de l'agence n'a pas été une mince affaire, et surtout quand on souhaite garder le pouvoir sur son image. Quand on ouvre, on sait compter. Naturellement, ça commence avant tout par là. Donc, simple, efficace. Je ne dévoilerai pas ce côté-là, mais simplement, on sait compter sur le nombre de personnes qu'on va solliciter. Les premières agences avec qui j'avais affaire me proposaient de faire la presse et la com,
mais me renvoyer vers un vidéaste, un photographe, Ouais. mais me renvoyer vers d'autres prestataires, etc., pour essayer de traduire l'unicité de l'établissement. Donc si avant d'ouvrir, on est déjà la pierre angulaire de tous ces prestataires et au final, on a l'impression d'être le décisionnaire d'un service que on est censé rémunérer et externaliser complètement, je trouve ça dommage. Perdu, j'étais parti un peu loin. Non, mais c'était, C'est quoi ta c'était, en fait, Ah quand oui. on est extrêmement attaché à l'image, on fait Exactement. attention au choix Et, de son agent. et l'importance revient aussi à un point, c'est de trouver quelqu'un qui va essayer de rendre visuellement impactant l'ADN qu'on a envie de véhiculer. Personnellement, L'univers, ça fait un je an. dirais même l'univers créatif. L'univers Exactement. créatif. Mais il y a quand même, Sacha, il y a quand même un delta entre l'image, le personal branding et l'image d'un restaurant. Ouais, il y a un enjeu double en fait quand on accompagne une maison comme la Maison Avoise ou comme Irvine. Déjà, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Je prends le cas d'Irvine parce que c'est le plus récent. 34 articles parlaient de l'ouverture d'Irvine avant même qu'il ait commencé les travaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, effectivement, quand on accompagne une personnalité du monde de la gastronomie comme ça, il y a beaucoup de pression. Et la première chose la plus importante pour nous, ça a été de comprendre son univers, comprendre leurs univers. Ouais. Et ça, c'est déjà la première étape. En fait, ce qu'on doit montrer sur les réseaux, montrer dans la communication, c'est une invitation à une expérience culinaire. C'est pas seulement une table, c'est pas seulement un hôtel, c'est une expérience qu'on vit. Et notre métier, en fait, c'est de retranscrire les émotions que les gens auront en rentrant dans leurs divers établissements Ouais. sur les réseaux et être le plus fidèle possible à l'univers qu'ils ont voulu créer. Très bien. Mais Sarah, je m'adresse à vous justement. Vous qui possédez des hôtels aussi bien franchisés Accor que des hôtels indépendants, donc de quelle manière communiquez-vous dans un cas comme dans l'autre? Alors le jeu va être effectivement différent parce que les règles du jeu sont différentes. Quand on est dans un cadre de franchise, et là ça va être en plus différent en fonction de la marque avec laquelle on est, si elle est standardisée ou non, le territoire de communication, on a plus ou moins la main. Maintenant, ce que l'on voit beaucoup, et même quand on a des marques et des franchises Accor, c'est que le marketing et la communication et faire expliciter ce que vous dites très bien, Sacha, l'expérience client et ce que le client va vivre chez nous, ça, en fait, à part nous, il n'y a personne qui peut le faire. Et donc, effectivement, ensuite, ça va être une question de où est-ce qu'on met le curseur, quels sont les investissements sur lesquels on va. Sur un hôtel indépendant, bien entendu, j'ai personne d'autre que moi-même pour faire mon site internet. Donc, il faut que je fasse mon site internet, il faut que je fasse mes réseaux, il faut que je fasse ma stratégie d'influence, il faut que je fasse mes RP, il faut que je fasse tout ça. Quand on est dans un cadre d'une franchise Accor, mais ça peut être bien entendu une autre franchise, là, il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont encore faites, arbitrées et proposées par les marques. Donc là, l'idée, c'est effectivement de trouver le curseur pour ensuite pouvoir optimiser finalement ces coûts-là et leur valeur ajoutée. Très bien. Alors, une fois n'est pas coutume, je me tourne vers vous, Maître Alouche. En ce qui concerne le rachat, j'aimerais savoir qu'en est-il du droit de son image après rachat? Alors, c'est un point qui est fondamental. En fait, je me tourne vers les chefs parce qu'eux, ils vont sans doute vivre ça dans pas très longtemps. En tout cas, je leur souhaite un jour la revente de leurs activités au meilleur prix possible. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est un chef et qu'on incarne son projet, qu'on incarne son métier, qu'on incarne son entreprise et son projet, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous créez une distinction entre votre droit à l'image et l'exploitation du droit à l'image. Et en fait, cette dichotomie-là, elle est fondamentale puisque vous allez pouvoir détacher les deux. Votre droit à l'image restera le vôtre. C'est votre image, elle vous appartient. C'est un droit fondamental à pouvoir jouir de son image. Il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, vous pourrez laisser dans l'entreprise, au moment de la revente, sous réserve que le contrat le prévoit, la possibilité de continuer à exploiter votre image. Mais tout ça va être encadré. L'exploiter comment? À quelle fin? De quelle manière? De quelle position? À côté de quels mots? À côté de quelle marque? Dans quel contexte? Tout ça s'organise vraiment à l'avance pour que ce soit efficace. Et là, le sujet qui va venir et qui est fondamental, c'est à quel point votre image associée à votre restaurant, pour prendre le cas qui s'attache à vous, à quel point votre image va venir valoriser, va rentrer dans la valeur de l'entreprise. Et donc, quand vous allez vendre votre entreprise,
forcément, est-ce que vous allez devoir vendre votre image parce qu'elle est valorisée à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce que vous allez retirer votre image et faire perdre de la valeur à l'entreprise? Ça, c'est un vrai choix que vous aurez à tenir, parce que si derrière, vous voulez rebondir sur de nouvelles activités que vous allez incarner encore avec votre image, ça collera plus, ça collera pas. En tout cas, vos racheteurs vont dire, là, on va avoir un problème parce que moi, je viens racheter ça. Et le dernier point qui est à soulever, c'est un point qui est vraiment très, très important, c'est de dire que dans l'esprit des gens, en tout cas de la plupart des gens, quand je rachète un restaurant, je rachète à la fois des casseroles et je rachète aussi un chef et l'image d'un chef. Or, cette conception-là est complètement fausse. Et donc, tout ça doit s'anticiper parce que sinon, on peut arriver à des problématiques et des contentieux très fournis, très nourris et très problématiques. Mais alors justement, restons avec vous, messieurs les chefs, pour parler de... Moi, ce que je considère comme le personnage principal de toute cette histoire, c'est le personnage cible, en fait. On imagine vos clientèles plutôt âgées, plutôt aisées. Est-ce que votre stratégie, elle est pensée pour consolider cette clientèle ou au contraire l'élargir et la diversifier? De mon côté, je trouve que la clientèle qu'on peut avoir, en fait, elle est de tout type de personnes, parce que ça peut être autant des gens qui ont envie de découvrir la gastronomie, et en plus, on donne la possibilité avec les prix qu'on peut aborder. Bon, moi, je suis un peu plus cher vu que je suis dans le 8e, mais... Le loyer est plus cher, effectivement. Venez chez moi, c'est mieux. Non, mais pour revenir à la question, donc par rapport à ça, non, le type de clientèle, après, c'est nous aussi ce qu'on vise par rapport à la communication, tout simplement. Elle fait un jeu énorme par rapport à tout ça. Et je pense que ça diversifie totalement notre clientèle et qu'effectivement, on a une clientèle des fois aisée, comme des fois des gens qui viennent juste vraiment prendre un moment de plaisir et qui mettent leurs économies. Très bien. Sarah, je pense que ça vous parle aussi, ça, quand on possède plus de 30 hôtels. Comment est-ce qu'on parle à tous ces clients? Vous devez être très au fait de cette question. Alors je dirais que c'est presque plus compliqué, même dans l'hôtellerie, parce que finalement, le personnage cible, il change tous les jours. Ouais. Un mardi, mercredi, sur un hôtel parisien, je ne vais pas accueillir la même clientèle qu'un samedi soir. Je ne vais pas accueillir la même clientèle si je suis effectivement dans le 8e ou à Issy-les-Moulineaux aussi. Et en plus, ça va changer en fonction de la saisonnalité. Donc là, il s'agit de trouver finalement le meilleur mix. Et c'est aussi tout le principe du yield, du revenu management que les hôteliers connaissent bien, pour être sur le bon niveau de communication, au bon moment, sur la bonne personne, avec le bon prix. Ouais, alors à la lumière de vos témoignages, il en prend un petit coup quand même, mon personnage principal. Je me demande du coup si c'est toujours pertinent de parler de personnage cible, et si oui, alors qu'est-ce qui compte vraiment? La géographie, l'âge, le pouvoir d'achat, Sacha? Il y a deux types de marketing. J'apprends rien à personne en disant qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le marketing d'acquisition. C'est 90% de notre métier. J'ai un établissement, je souffre, l'après-Covid est dur pour tout le monde, j'ai besoin de le remplir. Et ensuite, il y a un deuxième marketing, c'est 10% à peu près des demandes qu'on reçoit. C'est un marketing de réassurance, un marketing stratégique où finalement, c'est l'image de marque qui prime. Le persona est totalement différent sur les deux, donc on va s'intéresser d'abord à la partie la plus importante, le marketing d'acquisition. Depuis le début, chez Postcom, on a à cœur d'avoir un réel retour sur investissement que peuvent faire nos clients vis-à-vis de nous. Et dans l'idée, investir dans la communication, c'est quelque chose qui peut coûter cher, c'est un investissement. On ne parle pas trop de dépenses, mais plutôt d'investissement. On va y venir, le cœur du sujet. Le cœur du sujet. Ouais, on va y venir. Mais dans l'idée, quand on lance une stratégie, on va essayer d'être le plus précis possible, parce que si on dépense dans trop de domaines en même temps, si on dépense vers trop de personnes en même temps et en ciblant pas assez, on va exploser notre budget dans plein de domaines, dans plein de typologies de clients par exemple, et derrière on n'aura pas forcément un retour sur investissement efficace. L'idée c'est qu'on va mettre en place un système d'entonnoir, d'A/B testing. Typiquement, je m'exprime, on va faire un shooting chez un restaurateur, on va faire 12 vidéos, admettons. Sur ces 12 vidéos, on va avoir 4 domaines de prédilection, de l'interview, de la préparation de plats, du cocktail et un room tour dynamique. Ces vidéos, lorsqu'elles vont être publiées sur les réseaux, on va venir traquer les réservations, traquer les clics grâce à chaque vidéo qui sort. Et ce qui va être intéressant là-dessus, c'est également de voir la typologie de clients qui est intéressée par chaque contenu. Derrière, ça va nous permettre d'avoir clairement une rentabilité pour chaque vidéo qu'on va poster. Et on va pouvoir
tirer finalement une carte d'identité du client cible de chaque établissement. Et plus les mois vont passer, plus les semaines vont passer, et moins les investissements seront importants en termes de communication, parce qu'on sera beaucoup plus laser et on ciblera directement les bonnes personnes. Donc, en termes de personnages, je pense que c'est surtout un travail de longue haleine. On parle en général de 3-6 mois pour trouver la bonne cible et pour performer à coup sûr à moindre coût. Très bien, oui, c'est très clair. Laser, hein, c'est le mot. Maître Alouche, moi j'aimerais savoir, quand je vous dis persona, ça vous parle? Quel type d'entreprise vous accompagnez? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un cabinet d'avocats, donc il y a effectivement le côté profession réglementée qui est un peu particulier, mais on reste une entreprise classique. Donc, on a exactement la même approche. On a besoin d'une agence de communication comme Postcom qui va nous accompagner et identifier à peu près ce que vient de décrire Sacha. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, une bonne communication, c'est une communication qui permet de l'acquisition de clients, ou qui permet de donner de la confiance, de la réassurance, ou qui permet de créer de la valeur par rapport à notre entreprise. À partir du moment où on se positionne sur ces 3 points-là, on est obligé d'identifier une cible. Ça va de pair. Et donc, on est obligé d'identifier un client parfait, un client modèle, un client cible finalement. Mais ce client, un peu comme ce que disait Sarah très très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il évolue en permanence. En fonction, alors nous on gravite beaucoup dans les nouvelles technologies, donc effectivement les choses évoluent énormément. Mais après c'est vrai qu'aujourd'hui finalement l'identification de la bonne cible et le fait de trouver cette cible dans de bonnes conditions et la ramener vers nous de manière la plus automatisée possible, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup l'intelligence artificielle qui rentre au cœur de nos métiers, qui adresse tout ça pour nous, même mieux que nous. Ouais. Sacha, pour conclure cette partie-là, donc parler à tout le monde, se concentrer pour bien choisir. Parler à tout le monde pour de l'image de marque, se concentrer sur la bonne cible pour venir vendre. Très bien. Je vous propose maintenant de passer à un sujet qui va parler à tous les créatifs qui sommeillent en vous. Je pense que chaque personne a un créatif qui sommeille en lui. Et j'aimerais savoir si une bonne communication doit-elle obligatoirement plaire à celui qui la commande ou à celui qui la crée. Débutons peut-être par ceux qui la commandent, messieurs les chefs, si vous le voulez bien. J'aimerais aborder le delta entre l'image personnelle et les attentes des clients. Où se trouve l'équilibre et où se situe le meilleur des mondes? Je pense qu'on en a déjà un petit peu abordé On le l'a sujet déjà, oui, mais hop, tout à l'heure voilà. dans l'idée, mais effectivement, je pense que ce que le client attend, c'est de retrouver dans la communication qu'on essaie d'apporter un visuel, une expérience, un moteur qui va, dès qu'il va entrer chez nous, entre guillemets, qui le ressente, qui le retrouve. Après... Non, oui. Je vous en prie. Je vous en prie, poursuivez. Ouais, c'est ça. Mais... Non. Est-ce que j'ai une question comme ça? Est-ce que vous avez déjà lancé une campagne de communication qui ne vous plaisait pas? Personnellement, non. Moi, il y a déjà eu des campagnes où j'étais pas forcément d'accord avec Sacha, Ouais. mais au final qu'on a sorti parce que derrière, on en a discuté aussi avec mes équipes parce que j'ai aussi des Bien équipes sûr. derrière. J'ai une chef pâtissière extraordinaire qui a un très bon point de vue sur toute la communication et des fois qu'on a sorti où la finalité c'est lui qui avait raison parce qu'on a vu que la visibilité de la vidéo et de ce qu'elle en a apporté derrière était très intéressant. Ouais. Moi, je vais résumer ça un peu plus sur le format d'un restaurant. Quand j'ai mon pâtissier qui sort un dessert, c'est pas mon idée. Je suis capable de lui dire j'aime, j'aime pas, et je suis capable de le mettre en pratique pour comprendre si mes clients l'aiment ou pas. J'aborde ça du coup sous la force de proposition de Sacha. Parfois, je suis à court d'idées, c'est lui qui me lead. Carrément, enfin, c'est un vrai poste à part entière, au même titre que mon pâtissier, qu'un cuisinier, qu'un serveur. Il est force de proposition. J'ai la chance d'avoir une équipe jeune et dynamique. Postcom l'incarne également. C'est un acteur à part entière pour moi dans le développement de mon entreprise. Quand Sacha me dit « Alexis, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse », écoute, on y va. La décision finale, quoi qu'il arrive, c'est moi qui vais l'avoir. Et généralement, la raison pour laquelle j'ai dit que j'ai jamais été contre une proposition, c'est qu'au final, j'ai compris la pertinence de son savoir-faire. Chaque métier est différent. Ils font un métier, ils excellent dans le leur. Nous, c'est pas du tout notre créneau. Ils nous dégagent du temps. Et à la fois, ils arrivent à mettre en éveil et en lumière notre savoir-faire. Donc voilà, je dis également sur chaque shooting et sur chaque fréquence quand on est accompagné,
laisse transparaître aux vidéastes, aux photographes, à la personne qui est sur place, l'importance de comprendre que c'est un membre à part entière de l'équipe. Bien sûr, l'importance enfin, à chacun son expertise, j'ai envie de dire. Et la pâtisserie, c'est toujours une belle analogie. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Sarah, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, ça s'est déjà passé? Et surtout, question annexe, est-ce que finalement, la communication, c'est pas une hospitalité à part entière? C'est un peu... C'est sympa la question. Alors, bien entendu, ça peut arriver qu'on ne soit pas forcément 100% en phase avec le choix, etc. Mais je pense qu'on l'a tous dit, quand on s'entoure des bons partenaires, il faut apprendre à faire confiance. Parce qu'on a notre expertise, ils ont la leur, et si on l'avait en interne ou si on avait la science infuse, on n'aurait pas besoin d'eux. Moi, je ferais peut-être une analogie, alors quelque chose qui me touche un peu plus. Quand on refait un hôtel, design, on bosse avec les archis. Bien heureusement que je ne fais pas que des choix architecturaux de ce que j'aimerais avoir dans mon salon, parce que sinon ça serait hyper triste. Ouais. On tenterait pas des trucs et qui en fait ont des effets waouh, etc. et que les gens adorent derrière. Tous les goûts sont dans la nature et bien heureusement. Après, pour la question, est-ce que la communication est une forme d'hospitalité ? J'étais avec mon beau-frère qui est coach sportif. On était sur une conférence de presse ce matin et il me disait finalement, le service, c'est déjà une forme d'hospitalité. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur finalement ce qu'est la différence entre... l'hospitalité, finalement, c'est une expérience. Donc, est-ce que la communication est une hospitalité ? Je pense que ce que la communication fait vibrer et génère chez chacun, c'est une expérience et en un sens, c'est une forme d'hospitalité. Très bien, c'est très clair. Alors, la parole est maintenant à ceux qui la créent. Sacha, est-ce que le client a toujours raison ou c'est une idée reçue ? Beaucoup de négociations après. Mais... Je vais être modéré dans mes propos parce que j'ai 4 clients sur scène. Peut-être ce que je vais juste ajouter c'est ce qui est important, c'est toujours de faire des post-mortem. Une fois que le truc a été fait, en fait, qu'on ait aimé, qu'on n'ait pas aimé, qu'on soit capable tous de faire ensemble l'analyse. Et ça, je pense que c'est essentiel au-delà du fait d'aimer ou pas aimer. Très bien. Exactement. Et je trouve que dans la collaboration entre un chef d'entreprise et son agence de marketing, je pense qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font appel à nous, c'est notamment pour notre créativité. On accompagne beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels avec soin et on apprend énormément de chaque accompagnement. Donc dans l'idée, si nous avons mis en place une campagne qui a cartonné dans le sud de la France pour un restaurateur et qu'on pense que cette campagne peut être intéressante pour un autre restaurateur parisien, mon devoir est, je pense, de lui soumettre. Derrière, libre à lui de l'accepter ou non. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir essentiellement des clients qui nous font confiance. Et dans l'idée, la confiance, c'est comme une gomme. Plus on efface, moins il y en a, dans l'idée. Et donc, du coup, l'idée, c'est que lorsqu'un restaurateur ou un hôtelier n'est pas forcément pour une campagne marketing et qu'il décide de nous faire confiance, on a intérêt à ce qu'elle fonctionne. Très bien, très bien. Encore une belle analogie, dites donc, cet après-midi. Justement, je pense que ce dont on parle là ici, c'est un peu les goûts et les couleurs. Donc, pour ce qui est des goûts et des couleurs, Maître Alouche, est-ce que les goûts et les couleurs peuvent être à l'origine d'une dénonciation de contrat ? Je m'explique. Est-ce que les agences sont toujours tenues de proposer, je ne sais pas, 2 versions, 3 versions de logo, par exemple ? Si les 3 versions sont refusées, que se passe-t-il ? En fait, une faute de goût, c'est pas un sujet juridique. Mais j'avais quand même envie de vous entendre à ce sujet. On peut le transformer en une condition juridique. C'est vrai. Déjà, premièrement, il faut se méfier d'une chose. C'est-à-dire que, en fait, moi, je considère, et ça risque de vous choquer ce que je vais vous dire, d'autant plus que c'est pas ce qu'on apprend sur les bancs de la fac de droit, mais le client, il faut le considérer comme son ennemi, en réalité. Et à partir du moment où on le considère comme son ennemi, d'une certaine manière, évidemment, on va se méfier de lui. On va se méfier de ce qu'il va dire. On va anticiper ses faits et gestes. On va essayer de le mentaliser, essayer de comprendre où est-ce qu'il va en venir, comprendre un petit peu comment il risque de se comporter. Parce qu'en faisant ça, on anticipe tout et on n'a plus de problème avec son client. Si on prend un peu le client comme un ami et puis ça va se gérer tranquillement, etc., à moins d'être vraiment très très fort comme Postcom, où vraiment il y a une relation de confiance extraordinaire qui s'installe, et c'est ce que disait Alexis, je dis ça sans
C'est pas une vanne, c'est pas du tout une vanne, au contraire, je le pense vraiment. Sinon, sans ça, il faut vraiment y aller avec des pincettes et vraiment faire attention au retour client qui pourrait trouver que vos conseils, en réalité, sont pas du tout à la hauteur, etc. Donc, il ne faut pas y aller naïvement. Au contraire, il faut y aller en conscience que le client peut vite se retourner contre vous, et a fortiori, quand on est avocat, encore plus, parce qu'il peut vous emmener vers des terrains un petit peu dangereux et glissants. Maintenant, une fois que ceci est dit, on peut contractualiser le fait de dire que si je n'aime pas ce qu'on me propose, Oui. ce sera une faute contractuelle qui me permettra de sortir du contrat, demander des indemnités, etc. Sachant que la loi passe par là et encadre quand même le sujet. J'ai parlé un petit peu de droit, mais c'est un concept qui est très important, qui est souvent mal connu. Mhm. C'est celui des clauses potestatives. Les clauses potestatives. C'est une clause qui, finalement, explique que si une condition dépend simplement de la subjectivité du contractant, elle est nulle. Elle peut être annulée pure et simplement par le juge. Par exemple, si j'exprime dans une clause que, finalement, si ce qui est fait ne me plaît pas, ou si ce qui est fait, finalement, ne me semble pas très adapté à une situation, mais que tout ça n'a aucune objectivité, mais au contraire est pleinement subjectif et dépend que de mon humeur le jour J, cette clause peut être annulée purement et simplement devant le juge. Voilà. Très bien. Donc on peut contractualiser un maximum de choses pour vraiment avoir beaucoup de sécurité juridique en tant qu'agence pour s'assurer qu'effectivement, sur une humeur du client, ça ne peut pas me mettre en difficulté. Mais en revanche, il y a des limites qui sont posées par la loi et qui protègent quand même un petit peu toutes les parties. C'est très clair, merci maître. Et là, je vous propose d'entrer donc dans le plus vif des sujets, le cœur de la machine, le ROI. J'imagine que ça parle à tout le monde. Alors, est-ce que le marketing aujourd'hui, c'est plutôt un centre de coût ou un levier de croissance? Est-ce qu'il est possible de quantifier, de traquer? Je m'adresse directement à Sacha. Aujourd'hui, en fait, alors légalement, dites-moi si je me trompe, maître, mais je pense qu'on n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Néanmoins, si on veut conserver ses clients, c'est mieux d'avoir des résultats. J'aurais pas dit mieux. Non, dans l'idée, le plus important pour nous, c'est que nos clients aient des résultats. On n'est pas dans une quête perpétuelle de nouveaux clients. Dans l'idée, on a à cœur de conserver nos clients le plus longtemps possible, d'établir un contrat de confiance, comme dirait Darty, avec eux. Et le plus important, c'est que nos clients aient des résultats. Je vais prendre l'exemple des chefs que j'ai à côté de moi. J'ai déjeuné pas plus tard qu'hier chez Irvine, c'était complet et j'en suis très heureux. J'ai voulu réserver pour samedi chez Alexis, c'était complet et j'en suis très heureux. D'ailleurs, tu recevras un message pour samedi. Là où je veux en venir, c'est que c'est essentiel, surtout avec la conjoncture actuelle qui est très dure, il faut pas dire le contraire, c'est essentiel que nos clients aient des résultats, c'est essentiel que chaque investissement, chaque euro dépensé rapporte quelque chose. Dans l'idée, s'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas imaginer, je pense, une collaboration long terme avec un client. Et effectivement, en parlant du tracking, on essaye perpétuellement de mettre des outils en place, que ce soit grâce à ZenChef, avec lesquels on collabore sur des liens de réservation, des liens de tracking, où on peut savoir le nombre précis de personnes qui proviennent de chaque story, chaque vidéo qui est générée. Ou aussi bien sur la partie image de marque qui est très importante, parce qu'on parle quand même d'une partie résiduelle, mais l'image de marque est également très importante. Typiquement, on réalise une story pour Alexis ou Irvine, ou des photos par exemple du Michelin lorsqu'on y était il y a 15 jours ensemble. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui va directement cliquer sur un bouton de réservation, mais c'est une personne qui va venir s'abonner au compte de Irvine ou d'Alexis et qui, dans la semaine, dans les 15 jours, va venir réserver. Et ça, c'est ce qu'on appelle du ruissellement. Ce n'est pas mesurable, mais c'est extrêmement important également. Et justement, en parlant d'image de marque, Sarah, nous avons appris le rebranding d'Auréa vers Hospia. Pouvez-vous nous en parler ? Alors le rebranding d'Auréa vers Hospia, effectivement, il est tout récent, il a 1 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, Auréa Hotel Management, c'est un réseau hôtelier qui a plus de 40 ans. Donc on n'est pas récent sur la place parisienne, mais que Hospia a à peine 1 mois. L'idée était de se dire que ce soit pour nos clients qui dorment chez nous, nos clients B2B, mais également nos collaborateurs, c'était important de pouvoir communiquer vers eux, pouvoir développer une marque employeur, pouvoir avoir une vraie stratégie pour mettre en avant finalement tout ce qu'on fait bien chez nous. Donc on y met effectivement nos valeurs, on propose finalement de découvrir un peu notre univers. Et c'est vrai que
que c'est un choix stratégique Ouais. que l'on a fait aujourd'hui, sur lequel on investit et qu'il va falloir qu'on fasse vivre demain. Parce qu'on croit beaucoup en le fait que ce tournant chez nous permettra d'avoir une vraie fidélisation de nos collaborateurs qui vont se voir grandir chez nous, évoluer chez nous, se développer chez nous. Et puis aussi, finalement, peut-être le choix de nos clients moyen terme, en se disant, finalement, j'ai séjourné dans un hôtel du réseau Hospia, il y en a d'autres qui existent, etc. Je sais où je vais, je sais que je vais avoir une vraie qualité de service, je sais que je vais avoir un vrai engagement pour l'expérience client. Et on veut quand même en faire quelque chose de différenciant. Très bien. Pour recentrer la conversation sur le pur ROI, d'expérience, Sarah, quels sont les leviers les plus rentables pour un hôtel? C'est vraiment hyper dur de répondre là-dessus parce qu'effectivement, le ROI en marketing, il est vraiment difficile à traquer. Je pense que, nous, on travaille effectivement donc avec Postcom sur nos réseaux sociaux et on s'entoure effectivement d'autres agences sur du SEO, sur du SEA, maintenant sur des embryons de GEO, parce qu'effectivement, ça devient essentiel de pouvoir aussi être différenciant sur le domaine de l'IA et des LLM. Ouais. Franchement, j'aurais du mal. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas laisser de trous dans la raquette. C'est plus ça. C'est plus se dire que si à un moment il y a un gap, il y a quelque chose qu'on n'adresse pas ou qu'on adresse mal, ça nous fera du tort. Ouais. Versus le fait de se dire qu'il y a un levier qui va changer les choses. Je pense que s'il y avait une vraie recette magique en hôtellerie, en tout cas en termes de marketing, elle serait connue. Ouais, c'est une approche plus globale, plus holistique. Quant à vous, messieurs, votre retour d'expérience? Moi, j'aimerais juste rebondir sur le ruissellement. Sacha parlait de data, d'analyse, de savoir comment est venu ce convive, etc. La fin du ruissellement est pour vraiment estimer à quel point les réseaux sociaux sont importants, le bouche à oreille peut être important, etc. Moi, je sais que j'ai l'habitude de faire le tour de toute la salle à plusieurs reprises et même à la fin du repas. Il est très important pour moi d'estimer par quel biais justement le convive est venu jusqu'à moi. Donc quand c'est un habitué qu'il est venu 2 fois, on a une sorte de cardex où on remplit l'information. Je vais prendre l'exemple du monsieur qui est en face de moi. S'il prend que de l'eau pétillante, à chaque fois qu'il vient, il aura son verre et sa bouteille d'eau pétillante. Mais toute cette data que Sacha nous fournit au quotidien et que les applications avec lesquelles on est en corrélation directe pour exploiter le business, c'est bien. Mais la réelle réalité, elle se joue pour nous au contact du client. Les réseaux sociaux, le site internet, je sais que j'ai des félicitations quotidiennes par rapport à cela. Ah oui, et Est-ce que c'est le vrai vecteur de venue? Moi, je pense que souvent, il faut 2 déclics pour que quelqu'un vienne jusqu'à nous. Dans le sens où, si on a une bonne image de marque représentée par les réseaux sociaux, les sites internet, etc., si en plus, quelqu'un en a parlé, là, c'est bon, go. Le bouche à oreille restera, quoi qu'il arrive, la meilleure des pubs. Parce que quand quelqu'un fait du bouche à oreille, il a déjà sélectionné la personne qui est enclin à venir dans mon établissement. Et ça sera toujours beaucoup plus important en termes de masse de clientèle que du référencement internet, que des réseaux sociaux, etc. En revanche, quand on est capable d'aller chercher à Versailles, en ciblant une ville, à Issy-les-Moulineaux, à Boulogne, à Paris, j'ai 50% de ma clientèle qui est parisienne alors que je les ai quittés il y a 1 an et demi. C'est dire à quel point, localement, on arrive à être efficient. On arrive à être efficient parce que les campagnes sont les bonnes. Ouais, tu vois, par exemple, moi, par rapport à ma clientèle, j'ai quand même pas mal de clients qui sont venus manger chez moi par rapport à mon site internet. Où en fait, ils trouvaient que mon site internet était bien fait, qu'il y avait une belle analyse, il y avait quelque chose qui les attirait, qui leur donnait envie de découvrir notre univers par rapport à la présentation directe avec la vidéo, par rapport au fait qu'il y a le nom de chacun de mes employés sur notre site internet, comme toi tu as aussi. Et je pense que c'est plein de détails qui font que ça aussi nous aide à remplir notre maison. Ma maison a 1 an aujourd'hui
Et en fait, je vois l'évolution de tout, de nos réseaux sociaux, de notre Instagram, de notre Internet, et qu'on fait évoluer aussi, tout simplement. Exactement. Les maisons sont sans cesse en mouvement. Ce qui est important, c'est que l'image du restaurant, il y a 1 an et demi, j'ai ouvert avec un resto gastro d'un côté et un bar à vin de l'autre. 3 mois après, le gastro a démarré comme il se devait, enfin comme on l'espérait en tout cas, pardon. On a arrêté complètement le bar à vin. Il a fallu qu'on prenne totalement un autre axe. Mais si j'ai pas un accompagnement quotidien, mensuel, avec une équipe comme Postcom, je peux pas me permettre de tout de suite remodifier le gap et le cap qu'on a envie de défendre. Ma maison, elle a évolué sans cesse. Au bout d'1 an et demi, les contenus sont différents. Ils ont amélioré aussi l'image des contenus qu'ils avaient envie de nous transmettre. Et aujourd'hui, si on est performant, c'est aussi grâce à ça. Ouais, très bien. Ouais, ça apporte une réelle émotion. On parlait du Michelin tout à l'heure, où on y était il y a 15 jours avec Sacha. Il a réussi à retranscrire dans une vidéo l'émotion exacte du moment qui s'est passé. Et je pense que ma chef pâtissière... Et pourtant, je suis pas vidéaste, hein, c'était très compliqué. Ouais, mais tu as réussi à monter sur scène du Michelin quand même. Pendant 15 jours, ma chef pâtissière, elle pleurait encore juste en voyant la vidéo. Très bien. Non, c'est très clair. Sacha voulait Non, et rajouter. pour rebondir justement sur le site internet d'Irvine, quand il nous a demandé de créer son site internet, il a eu l'idée de vouloir mettre que des plans de nature sur son site internet. C'était son idée. Ok. Et je l'ai trouvé brillante, son idée. Et ça a été un vrai challenge de la conceptualiser. Et au final, quand on a des retours hyper positifs sur le site internet, que des gens disent à Irvine, on hésitait entre 2-3 établissements et c'est votre site internet qui a fait la différence. Et pour le coup, on n'a pas été créatif. On a incarné la créativité d'Irvine. Et c'est ça aussi qui est Vous très l'avez important. matérialisé. Exactement, c'est un binôme en fait. On ne crée pas dans notre coin, on crée ensemble. Et ça change tout, je pense. Oui, je suis assez alignée avec ça. Mais on parle donc d'hôtellerie, on parle de restauration. Mais vous, maître, vous qui êtes entre autres expert en levée de fonds, j'imagine que c'est aussi une question d'image, une question commerciale quand on cherche à lever des fonds. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental et même c'est ce qui vient aujourd'hui valoriser une société. Vous savez, dans les levées de fonds, dans les startups, on vient valoriser très fort une entreprise parce qu'elle a un projet, parce qu'elle a une équipe et que cette équipe va exécuter le projet. Et c'est ça qu'on valorise, c'est combien la société va gagner d'argent si j'investis beaucoup d'argent dans un projet avec une exécution, avec une équipe. Donc en fait, tout ce qu'on peut mettre à l'actif de ce projet-là, y compris son image, sa trajectoire, ses idées, son business plan, son modèle économique, et qu'on arrive à mettre tout ça en lumière pour créer de l'attraction, c'est ce qui crée la valeur. Mais globalement, j'avais prévu de dire une chose, et puis finalement, en écoutant Sarah, j'ai prévu de dire quelque chose qui est complètement différent, mais qui me semble beaucoup plus important, en réalité. C'est que depuis à peu près 2 mois et demi, Oui. il y a des clients qui arrivent chez nous en disant « c'est ChatGPT qui nous a recommandé ». Et en fait, je pense que là, on arrive sur quelque chose de totalement nouveau. On est en train de changer de paradigme, en train de changer de référentiel. Et je pense que tout le marché va se déplacer peu ou prou, tôt ou tard, de Google vers les IA génératives, et puis les autres IA qu'il y aura par la suite. Il faut bien comprendre que si demain, tout le monde, lorsqu'il se pose une question de savoir où est-ce qu'ils vont dîner ce soir, ou quel avocat ils vont aller chercher, ou dans quel hôtel ils vont aller dormir, si ChatGPT dit, écoute, chez Irvine, c'est top, chez Sacha, c'est la meilleure communication que tu vas trouver, chez Sarah, c'est vraiment convivial, et puis en plus de ça, partout où tu vas aller, tu vas retrouver la même odeur, la même idée, le même accueil. Et chez #avocat, tu vas être très bien accompagné par rapport aux problématiques juridiques ou fiscales que tu vas rencontrer. Eh bien, c'est un game changer énorme. Et donc, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire chez #avocat, et puis aussi depuis peu de temps chez #finance, qui est l'alter ego expert comptable #avocat. Ah oui. C'est voilà. Ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus visible, justement, par Claude, par ChatGPT et par d'autres, pour pouvoir être référencé non plus par l'humain, non plus par nos réseaux sociaux, mais être directement référencé par notre nouvelle meilleure amie, qui est l'IA générative. Mais justement, là, vous m'offrez le tremplin idéal avant de conclure cette conférence, parce qu'on ne communique pas comme hier et on ne communique pas non plus comme demain, mais justement, le futur de la communication. J'ai entendu quelqu'un dire embryon de GEO, c'est ça? Ouais. Sacha, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les outils de communication de demain? Déjà, je pense que tout le monde n'a pas le même niveau d'information sur ce qu'est le GEO. Harry et Sarah l'ont bien dit, mais j'aimerais juste préciser, c'est le fait de faire une requête
sur une intelligence artificielle afin d'obtenir une réponse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, pour voyager, 35% des Américains recherchent leurs hôtels ou leurs restaurants directement sur l'intelligence artificielle plutôt que de le taper directement sur Google. Donc le géo est clairement, je pense que c'est une piste extrêmement importante qu'on a à cœur de développer. Et chez Postcom, on est 360, mais quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, on préfère recommander quelqu'un. Récemment, j'ai mon beau-frère qui a lancé une boîte de géo. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Non, blague à part, c'est des sujets de demain, mais qu'il faut prendre dès à présent, je pense. Très bien. Pour finir, j'aimerais que vous nous disiez si, toute période confondue, tout domaine confondu, il y a une opération de communication qui vous a marqué, qui vous a touché en plein cœur. Si vous voulez, je commence parce que tu m'avais Allez-y, soumis la Maître. question tout à l'heure. J'ai eu le temps de réfléchir peut-être par rapport aux autres. En fait, il n'y en a pas une, il y en a eu deux. Ouais. Il y en a une qui me touche plus en tant qu'avocat, et il y en a une autre qui me touche en tant qu'humain. Oui. Et je pense que celle qui m'a touché en tant qu'humain a dû toucher beaucoup de gens, surtout que je viens d'être papa. Enfin, je suis papa depuis 9 mois. Félicitations, Merci maître. beaucoup. Et c'était la pub Evian avec les bébés Les qui bébés. sautaient dans l'eau. Et déjà à l'époque, je trouvais ça trop mignon, mais maintenant, avec le recul et d'avoir un bébé, ça m'attendrait encore plus. Et j'aimerais bien que ces pubs-là reviennent parce que vraiment, ça me faisait plaisir. Et ça me faisait du bien quand je voyais cette publicité. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils ont dû rentrer dans mon subconscient de futur Oui, oui, papa. oui. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort. La deuxième qui se rapproche un peu plus de mon métier, c'était à l'époque, il y avait toute une campagne de Legal Tech. À l'époque où le Legal Tech commençait à démarrer, donc c'est les entreprises qui vont toucher au monde du droit, au monde du juridique. Et donc ces fameuses Legal Tech étaient très mal vues par la profession d'avocat. Les avocats les appelaient les braconniers du droit. C'est pour dire à Oh quel waouh, point il y ok. avait Les un grands mots, clivage. les très très grands mots. Et je me souviens qu'il y avait une Legal Tech qui avait mis les deux pieds dans le plat en créant une boîte qui s'appelait Guacamole, en gros de la bouillie d'avocats. Et son idée, c'était de dire, bah, nous, en fait, on rejette les avocats, on veut pas d'avocats, ils sont nuls, ils sont Ok. méchants, ils coûtent cher, etc. Disruptif, hein. Méga Ouais. disruptif. Et l'idée, c'était de dire, bah, tout simplement, on va vous faire tous les actes juridiques sans jamais passer par les avocats. Bon, pas de chance, ils se sont fait rattraper par la patrouille parce que forcément, voilà, pas de patrouille pour reboucler avec le sujet juste avant. En tout cas, voilà, ils se sont fait poursuivre par les autorités, en tout cas les ordres des avocats. Ils n'ont pas été très loin, mais j'avais trouvé ça très audacieux et en réalité très très bon dans l'approche. Très bien. Sarah? Alors spontanément, quand j'ai un peu réfléchi, moi une pub, mais qui est finalement assez récente, qui a fait beaucoup écho chez moi, mais je pense que une pub qui fait écho, c'est une pub qui te touche et qui fait vibrer une corde sensible chez toi. C'est la pub Novotel. Je ne sais pas si certains l'ont Avec vu. le petit garçon? Avec le petit garçon qui se balade dans l'hôtel, qui joue à cache-cache, etc. Parce qu'en fait, elle fait vraiment écho à ce qu'est pour moi l'hospitalité. Vit vraiment un moment d'expérience et quelque chose dont tu te rappelles. Alors bon, j'ai des enfants en bas âge, effectivement, donc en bonne cliente accord, je vais chez Novotel, même si je n'en ai pas. Et effectivement, voilà, enfin, je retrouve ce côté un peu espiègle À hauteur d'enfant. à hauteur d'enfant, et pour moi, c'est vraiment essentiel que toute la famille ait vraiment ce truc. Très bien. Sacha? Celle qui me vient en tête, la première, je trouve qu'il est, pour marquer les esprits, rien de tel que de parler des concurrents. Je m'explique. Pepsi, récemment, ou il y a quelques années d'ailleurs, a fait une campagne de pub où on voit un jeune homme qui veut se fournir une canette au distributeur automatique et qui clique du coup sur le bouton canette Pepsi. Une première tombe, puis il recommence une deuxième fois, il met 2 pièces. Une deuxième tombe. On comprend pas bien pourquoi le jeune homme prend 2 canettes de Pepsi. Et en réalité, on va le voir mettre les 2 canettes au sol, monter dessus pour pouvoir appuyer sur le bouton Coca, qui était juste au-dessus et inaccessible de par sa taille. Brillant, brillant. J'ai trouvé ça très très fort. Très bien. Irvine? Moi, c'est marrant, c'est une pub Coca. Comme quoi, ils sont bons en communication. Et c'était une pub de Coca-Cola à Noël, où en fait, il y avait le Père Noël qui conduisait le camion Coca-Cola. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça doit être un aspect familial et qui est très important pour moi. Très bien. Voilà. Très bien. Très bon choix. Alexis? Moi, je pense que celle que je vais dire, vous la connaissez tous, c'est Maurice et les Chocos Suisses. Tu pousses Je le trouve bouchon un qu'il peu, y a Maurice? un truc Ok. incroyable dans cette pub où on est quasiment complice derrière l'écran de ce qu'on aurait pu tous être capables de faire. Et je trouve ça super bien imagé avec le chocolat un peu partout et la faute du poisson rouge. Très bien, ben, je vous remercie. Pour finir, Et la tienne? alors la mienne, c'est aussi Pepsi et Coca.
Ouais, c'est toute une campagne. Mais bon, bref, c'est à vous l'honneur, là. La parole est à vous, messieurs, dames. Pour finir, si vous aviez un seul conseil en une phrase, conseil marketing pour 2026, ce serait quoi, Alexis? Maître. Sarah, Sacha. La première dépense marketing, c'est la protection de sa marque. C'est ça la vraie première dépense marketing. Très bien, merci. On va reprendre un défunt Steve Jobs qui disait « S'il me restait qu'un seul euro sur mon compte en banque, ça serait pour du marketing. » Moi, je dirais juste signer chez Podcom. Ça vous assure une communication correcte. Wow, ok. Moi, je dirais que c'est avant tout de trouver vraiment son partenaire Ouais. de route. Parce que généralement, quand on a un bon partenaire, on sait exactement où on va. Très bien. Je ne vais pas être dans l'innovation, je laisse le marketing et l'innovation à d'autres, c'est trouver le bon partenaire. Postcom ou un autre. Ou un autre. Ouais, Un autre. ouais. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas de domaine de prédilection. Pardon. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi. Alors, pour tout vous dire, on a un timer devant nous. Oui, mais, c'est ça. Qui clignote en clignote 000, comme ça, genre ça allait vous avez exploser. fini. Rouge. Alors, messieurs en régie, on est désolé, mais on a aussi regardé la programmation, on a vu qu'il n'y avait personne derrière. C'est pour ça qu'on va s'accorder 5 minutes de plus, sauf si vous venez m'arracher le micro, Avez-vous des questions? pour répondre Oui. aux questions, exactement. Mademoiselle. Merci. Je voulais savoir si c'était une bonne stratégie marketing de faire en fait 2 campagnes marketing parce qu'on veut avoir une clientèle assez large et du coup appuyer sur 2 points différents. Par exemple, moi je veux faire un bar avec un bar café et je sais que je vais avoir soit un client qui va avoir genre la quarantaine qui veut un expresso pur. Donc là, je voudrais mettre en avant un café de sélection. Et une clientèle qui va être plus jeune, qui aime les milkshakes avec plein de sucre, par exemple. Est-ce que je peux faire une campagne où je mets en avant ces 2 points, ou je risque de me contredire dans mon image de marque? Alors du coup, je pense que la question est pour moi. Merci pour votre question, félicitations pour votre ouverture prochaine. Je pense que le plus important, effectivement, c'est de splitter les deux, parce que si vous n'avez pas le même persona face à vous, vous ne pouvez pas les cibler de la même manière. Et le plus important là-dedans, ça va être le tracking. Effectivement, peut-être que vous allez lancer vos campagnes, vous allez voir qu'avec un café pour les quarantenaires, ça ne fonctionne pas bien, mais par contre qu'avec un milkshake pour les quarantenaires, ça peut fonctionner. Ça nous arrivait à de nombreuses reprises. Typiquement, j'avais un a priori sur les restaurants gastronomiques en pensant m'adresser à une clientèle assez âgée. Et au final, aujourd'hui, on regarde avec les chefs et en moyenne, leur clientèle a 38 ans, ce qui est quand même très très jeune. Donc le plus important, quelles que soient les campagnes que vous lanciez, c'est d'avoir un tracking pour savoir les résultats de ce que vous lancez. Le plus important en marketing, c'est pas de se tromper, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et donc si vous savez ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous pourrez apprendre de vos erreurs et relancer derrière la bonne campagne. D'autres questions? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé du personal branding sur la partie plutôt juridique, en dissociant le personal branding de vos établissements respectifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue communication, comment vous le jouez, puisque vous avez chacun vos comptes personnels, vous avez votre compte de restaurant, et du coup, est-ce que vous postez les mêmes types de contenus? Est-ce que vous avez fait un choix de ligne éditoriale très différencié? Tu veux répondre, Alexis? Moi, je peux répondre très simplement. J'ai décidé de mettre l'accent exclusivement sur le restaurant. Non pas que je sois la tête de gondole de l'établissement, mais c'est avant tout un travail collectif. D'ailleurs, l'étoile qu'on a sur la veste, elle est collective, elle n'est pas due à un seul chef. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre tout focus sur le restaurant. Pourquoi? Parce qu'on fait vivre un établissement et l'ADN et l'accueil qui va être incarné sur place dépend de tous les profils qu'il y a sur place. Oui, en fait, je vais vous dire, pour répondre simplement, ça va dépendre du profil. On a un chef propriétaire de restaurant, un seul restaurant en tout cas pour le moment. Dans l'idée, c'est une discussion qu'on a eue il y a de ça 1 mois, si je ne dis pas de bêtises, à Montréal. On est partis tous les 3, plus l'agence Postcom, enfin quelques membres de l'agence Postcom pour Montréal en Lumière. On a eu la chance d'être invités par la ville de Montréal pour promouvoir la gastronomie au Québec. Et justement, on avait cette discussion. Dans un premier temps, quand on est chef propriétaire de son premier établissement, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le restaurant pour un souci de rentabilité. L'idée, c'est que
on a 2 chefs qui brillent et qui doivent mettre, je pense, tout le rayonnement sur leur établissement. Et une fois qu'on a un établissement auto-soutenu qui fonctionne bien, je pense que là, on peut commencer à penser à son image de marque. Et c'est très marrant parce que ça me rappelle une seconde discussion qu'on a eue à Monaco il y a 15 jours sur justement le fait de commencer à mettre l'accent sur les chefs personnellement pour pouvoir notamment partir sur des nouveaux projets, sur du consulting, sur de la mise en avant de produits dans lesquels ils croient, notamment des produits du terroir, sur la pêche durable, ce genre de choses. Très bien. D'autres questions ? Non, je crois que nous pouvons conclure. Alors merci à tous d'être venus. Alors vous l'aurez compris, donc il n'y a pas de domaine de prédilection. Tout est question d'accompagnement. Mais pour plus d'informations sur nos intervenants, je vous donne rendez-vous sur le stand de l'agence Postcom. Merci à tous. Merci. Il m'a coupé. Et merci à la régie.